Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Oui, on va parler d'affaires, on va parler des êtres humains aussi qui dirigent les affaires. Hein? C'est pas pareil. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Puis en fait, l'équipe du Château Bromont me fait plaisir aussi parce qu'ils m'ont reçu 2 belles journées ici pour tourner des entrevues. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir un des propriétaires avec nous. Oui, Patrick. Bonjour, salut. Patrick Charbonneau. Exact. Comment ça va? Très, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Le plaisir est pour nous. Parce que j'ai fait un petit peu mes recherches. Tu sais, je suis allé voir un peu sur Internet, c'est qui ce monsieur-là? Parce qu'on se connaît pas. Non. On vient de se connaître. Il y a beaucoup de choses. Là, à un moment donné, je suis tombé sur un article de politique municipale. Hey, c'est vieux, là. 2005? Hein, je fais mes devoirs. Hein? Ouais. Puis, dans ce temps-là, on était jeune, hein? Très jeune. Colin, en 2005. On avait le goût de faire plein d'affaires. Je parle pour moi, mais en tout cas, après ça, là, on va parler d'immobilier, puis on va parler aussi un papa. C'est un papa, ce gars-là, en plus. Et grand-papa. Ah oui? Ouais. Hey, on est des gens de grand-papa. Ouais. Hey, on est chanceux. Comment il s'appelle? J'ai Billy puis Alana, mes 2 petites filles du même père, oui. Qui est mon fils le plus vieux. Wow, bravo. Ouais. C'est le fun, hein? C'est vraiment le fun. Oui, à vie à tous, là. C'est le fun en crime, grand-papa. Au début, j'avais des chums, grand-papa. Là, envoyez-moi pas des courriels pour me dire, Jean, tu dégoûtes, t'as donc bien chaud. C'est l'enfer. Les lumières, tout. C'est chaleureux au Château Bromont. Il fait chaud. Fait que ça se peut que vous voyez 3-4 gouttes. Mettez pas le focus là-dessus. Écoutez notre invité à la place. Oui, c'est ça. Moi, j'avais des amis grand-papa, puis je me disais tout le temps, il me semble qu'ils exagèrent. Tu sais, son gaga un peu. Ouais, là, j'ai déjà acheté un petit bâton de golf. Là, l'autre, il a bien hockey. L'autre, les cadeaux de Noël. Là, j'étais là, je me disais, vas-tu vraiment être de même? Hey, on est-tu pareil? Absolument, 100%. On vient complètement bolo. Avis à tous, faites-en des bébés parce que vos parents vont être contents. Bon, cela dit, père de famille, en affaires, c'est pas facile tout le temps. C'est comme 2 business, ça. Hein? Oui. On a toujours assez bien concilié ça, je pense. Oui? Oui. Tu prends le temps? L'équilibre, je pense que c'est aussi important. Le secret d'une réussite en affaires. Tu peux pas être juste en affaires. Non. Non, c'est ça. Sans avoir un équilibre. Puis tu sais, on parle d'équilibre, des fois, c'est à la maison. Des fois, c'est aussi personnel, se retrouver soi-même. Est-ce que Patrick, il fait des choses, genre, je vais donner un exemple. Moi, je fais du tai chi. As-tu des choses que tu aimes faire? Du casse-tête? Non, vraiment pas. La business, c'est un casse-tête. Oui, t'as raison. Ça casse assez la tête. On ne veut pas se rapprocher des casse-têtes. En tout cas, du moins, pas pour moi. Non, c'est correct. Non, j'aime bien. Pour vrai, moi, je reste sur la montagne. Fait que j'aime bien courir dans les sentiers, monter en montagne, ça. Et jouer au golf, évidemment. Oui, t'es un joueur de golf. Pour moi, le golf, c'est un échappatoire au quotidien, là, aux petits troubles quotidiens là, de ce qu'on a à gérer tous les jours. Là. Le golf nous amène ailleurs. Moi, j'aime bien ça. La nature, tu respires l'air frais. Ouais. Parce que généralement, des terrains de golf, c'est pas vraiment downtown. Là. Hein? On trouvera pas ça en 3-4 buildings. Non, il n'y en a pas tant que ça downtown. Donc, c'est dans la nature, c'est le fun. Ouais. Tu dois jouer bien. T'es propriétaire du terrain ici? Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. Non. Ça vient pas avec ça quand t'achètes, là? Non. Mais en fait, le golf, c'était un projet de retraite pour vrai. Pas jouer au golf, mais acheter le golf. Je trouve que c'est une belle business pour rester actif. Oui. L'été principalement. L'hiver un peu moins, mais ça nous permet de voyager dans cette période-là. Fait que vraiment, l'achat du golf, là, c'était bien plus un projet de semi-retraite, je te dirais. OK. Pour continuer à être actif dans un milieu un environnement qui est le fun. Bon, c'est un beau jouet pour la retraite, quand même. Je pense que oui. Ben oui. Je veux que tu nous parles aussi, Patrick, j'ai vu beaucoup sur les recherches sur le web, au niveau de l'expansion. Il y a de quoi de gros qui s'en vient ici, l'immobilier, là? C'est-tu prêt ou corrige-moi, là? Non, en fait... T'es là-dedans, là? Oui. Ben, en fait, je suis avec un groupe, là. Je suis pas le seul là-dedans, là. Mais c'est toi qui interview. Oui. Ben, peut-être parce que je suis local, puis les autres associés sont de l'extérieur, là, surtout. Mais on a présenté un projet aux citoyens
projet de condo, là, j'imagine que c'est de celui-là que tu parles. Absolument. Là, qui est de 200 quelques unités là, sur... c'est ça qu'on voit là, quand on arrive. Non, ça c'est un hôtel voisin du nôtre qui est en construction. Ah oui? Non, les condos sont pas construits. C'est un projet là, qu'on prévoit peut-être faire là, fin de l'année prochaine. Ah, OK. Ouais. Moi, je voyais en bas l'entrée de ski, de la station de ski. Ouais, non, ça, c'est nos voisins, ça. OK, c'est vos voisins. Un projet de condo-hôtel. Ah, ouais, wow. Puis ça s'en vient. Là, vous êtes là-dedans. C'est pas un projet. Nous autres, les plans sont en grande partie faits, du moins la portion qui est présentable à la ville pour avoir l'aval de la ville, bien entendu. Oui, tout le temps. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est un projet qui est cané, là, en bon québécois. Il reste encore un peu de travail à faire, mais c'est 250 unités sur le plus beau terrain à Montérégie, c'est-à-dire sur le site de l'ancienne auberge Bromont, où est le clubhouse du golf actuellement. Oui. Donc ça serait converti, mais en fait pas converti, là, démoli pour être reconstruit en immeuble condo. Les gens vont être sur le golf. Vont être sur le golf, avec une vue splendide sur la montagne puis la vallée. Ouais. Puis je reviens au golf, parce que le golf, là, j'ai vu que c'est unique ici, le golf de Bromont, parce que vous avez reçu un gros, pas un tournoi, mais oui, c'est un gros tournoi, hein? Les Amériques, tournoi des Amériques, ça se peut-tu? Non, en fait, ça s'appelle, il y en a qui l'appellent comme ça en français, là, ils l'ont francisé. Oui. Mais c'est le Bromont Open, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'événement, mais ça fait partie du PGA Tour America. Wow. PGA Tour America, si on veut, c'est la porte d'entrée obligée pour les jeunes qui vont jouer sur le PGA Tour. Je dis jeunes, c'est des jeunes adultes. Là. Oui, non, le calibre est incroyable. Ça doit être fou. Ça s'est gagné à moins 21 cette année. Par un jeune Américain. C'est certain qu'on va voir certains de ces joueurs-là dans la PGA. Moins 21, pour les gens qui ne sont pas familiers avec le golf, là, quand on fait moins 1 sur un trou, un birdie, là, si t'en fais 18 dans ta journée, là, t'es un spécimen. Moins 21, ça veut dire qu'il y a un eagle ou deux là-dedans? Sur 4 joueurs. Oui, mais sur 4 jours. Fait qu'un tournoi, là, c'est comme ceux qui connaissent le golf. OK, il a fait sur un tournoi sur 4 jours. C'est sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est le cumulé. Comme la PGA, comme ils font à PGA. C'est la même affaire. C'est la même affaire. Okay. On est un pendant de la PGA. OK. Alors, tous les règlements, les décisions, tout ça, c'est affilié avec PGA. Oui, c'est pas mal de travail. C'est pas mal de travail. Processus d'intégration pour qu'ils disent oui. De sélection aussi. Oui. Ouais. Il faut que le terrain soit dans des conditions exceptionnelles. Ben oui. Ils viennent ici des années avant pour d'abord approuver le terrain PGA. Ouais. Puis là, ils nous font des recommandations parfois de changer certaines affaires. Ils regardent la condition du terrain, les distances du terrain, tout ça. Fait qu'avant d'être approuvé, PGA, avant d'être approuvé, là, tout est ausculté à la loupe. Puis après ça, quand tu as ton accréditation, ben là, tu peux faire évidemment des tournois qui sont reconnus par PGA. Ouais. Puis ça, businessman, on se parle en affaires, on est juste nous deux, là. Ouais, on est juste nous deux. Ça doit être bon. Pour le golf, c'est bon pour... c'est pas rentable. Pour la publicité, pour la visibilité, oui. Pour la notoriété du terrain, c'est excellent. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent maintenant jouer sur notre terrain, le Château Bromont, qui le connaissaient pas, puis qui l'ont entendu parler, soit dans les médias, les nouvelles, peu importe, et qui sachent qu'il y a un tournoi aussi important que ça au Québec, parce que c'est le tournoi le plus important au Québec. Puis il y a juste ici, là, je pense. Oui. De mémoire, il n'a pas été ailleurs, là. Il y a 16 tournois pendant la saison. Puis nous, on est un des 16e, mais il y en a en Amérique du Sud. Mais au Québec, c'est le seul. Au Québec, c'est le seul. Wow, bravo. Bravo. Au Québec, c'est le seul. Bravo. Ouais. Le golf, c'est sûr que ça fait partie intégrale comment je pourrais dire, quand tu joues au golf, tu visites des hôtels qui ont des golfs. Ou en tout cas, hein? Tu as sûrement été te promener dans d'autres terrains, hein, pour ta satisfaction personnelle. Ouais. Quel serait le plus beau terrain que tu as vu, à part le tien? Ouais, non, il y en a d'autres. Même au Québec, il y a beaucoup de beaux terrains de golf. On est très chanceux au Québec, pour vrai. Là. Avec l'hiver qu'on a. Même si on a une saison courte, on a des conditions qui font qu'on a des gazons exceptionnels, on a des arbres exceptionnels. Tu vas jouer des fois dans le sud, des fois c'est trop sec. Fait que non, pour vrai, au Québec, on est bien choyé. Il n'y a pas juste le golf du Château-Bromont. Non. En fait, je vous invite à... Il reste encore de la place, là. Il reste un mois encore, là. On est ensemble. Un bon mois et plus, là. Les couleurs, ça doit être merveilleux. Oui. L'automne ici, c'est magnifique. On est collé sur la montagne, fait que c'est toute beauté. Ouais. Fait que,
hôtel et golf, ça se marie très bien. Ouais, on a des bons forfaits, ça. Peux-tu le dire, ça? Oui, ben oui. On a des beaux forfaits sur le web. Des forfaits chambre, golf, souper et tout ça à différents prix parce qu'on a 2-3 restaurants là, dans l'établissement. Fait qu'on peut choisir selon le budget qu'on a, mais toujours sur le même gars. Châteaubromont.ca? .com? .com, je pense. Oui. En tout cas, de toute façon, en faisant le château Bromont, il devrait être... Tout est là. Tout est là. Fait que ça veut dire, on fait de l'immobilier, on est dans l'hôtellerie, on a un hôtel, on est partenaire dans un hôtel. Y a-tu des projets qui s'en viennent? Parce que t'es trop jeune encore pour arrêter tout ça. Et des fois... On peut-tu avoir des scoops, des fois? Des scoops? Ben, l'hôtellerie, c'est pas ma business principale, là. Évidemment, je suis tombé là-dedans un peu par hasard. Oui. Puis c'est le fun, là, tu sais, pour tu vrai. Tu fabriques des bacs, Je fabrique des équipements pour l'environnement. Ça, c'est principalement... Il y a le mot bac dedans, j'ai vu. Oui, Durabac. Durabac. Ouais. Ça, c'est ta business. Ça, c'est mon gagne-pain. Ouais. C'est une grosse business. C'est correct. Oui. C'est correct. Ouais. Parce que ça va bien. Je suis allé voir ça un va peu. Très bien. Il y a une demande, en tout cas, c'est sûr. Ouais. Avec l'environnement, avec tout à fait. On se positionne bien. On a une belle gang, des bons employés. Il en manque, là, comme bien des entreprises au Québec. Ben, c'est le temps, là. Peut-être qu'on peut aller chercher une perle. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui manque présentement comme personnel? Nous autres, avec les équipements qu'on fabrique des camions de collecte, les fameux camions avec les bras articulés là, qui ramassent les bacs et tout ça. Bon. Ça prend des soudeurs-assembleurs, ça prend des mécaniciens assembleurs, des électromécaniciens, programmeurs et tout ça, qui travaillent sur des équipements neufs, évidemment, parce que nous, on fabrique des équipements qui sont utilisés par nos clients par la suite. Mais il manque de tout. On fait l'entretien, mais ça, c'est principalement les clients qui sont, équipés pour faire leur propre entretien. Okay. Nous, on livre, on fabrique l'équipement, on le livre, on donne un bon service après-vente, évidemment, mais l'entretien se fait par les clients. Il n'y a pas beaucoup d'entreprise qui font ça, là. Ça ne court pas les rues, ce genre d'entreprise-là. Non, effectivement, on est un peu chanceux pour ça. Il y a de la concurrence, là. Il n'y a rien de facile. Moins qu'un restaurant, on va dire. Oui. Moins qu'un hôtel. Aussi. Dis-moi, Patrick, dans l'équipe, c'est du Durabac? Oui. Bon, dans l'équipe, il y a des gestionnaires, il y a des gens en place. Oui. Ça fait combien de temps que tu as lancé ça? Ça va faire 28, 29 ans maintenant, peut-être. Là. Qu'est-ce qui fait qu'un gars se lance en affaires, bing bang? T'étais jeune, là? Oui. J'avais 30 ans, même pas. Ouais. Ben, en fait, j'étais en affaires avant ça aussi. Là. Ah oui? J'ai pas mal toujours été. À 14 ans, j'étais en affaires. Ah oui? Ben, conte-nous ça. ça se compte-tu, premièrement? Oui. Écoute, aussi banal, je te dirais que ma première business, ça a été comme bien des jeunes entrepreneurs. Le journal? Non, c'était de faire de l'entretien des gazons. Les gazons. Ben oui, les pelouses. Fait que je me souviens, à 14-15 ans, j'avais 2 camions, pas de permis de conduire pour les chauffer en bon québécois. Fait que je devais engager des gars qui avaient des permis de conduire pour être capable de transporter nos équipements et aller faire de l'entretien puis de la coupe de gazon. Après ça, là, t'avais des boys, les chums, on embarque. Les chums d'école, l'équipe de football, peu importe. Tout le monde avait sa cote? Comment t'organisais ça? Non, je les embauchais à l'heure. Puis, aïe. Ouais. Mais ça vient de où, cette fibre? Parce que c'est pas tous les jeunes qui ont... Écoute, je sais pas. Je pense que... Tes parents étaient entrepreneurs? Oui, les deux, ouais. Peut-être que ça vient de là, des fois. On est jeunes, on entend parler de... Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents? Mon père a toujours eu des garages d'automobiles, pneus, entretien, vente d'automobiles. Toujours été dans ce milieu-là. Ma mère, elle avait des résidences pour personnes âgées. Ah oui, déjà à l'époque? Ouais. Oui, on était très jeunes. On a grandi là-dedans, là, nous autres. Là. Moi, je me souviens là, de dormir dans la résidence pour personnes âgées. On avait notre chambre avec un gros panneau mural, là, puis on voyait tous les numéros de chambre. S'il y avait un problème, là, il y avait une alarme. Là. Ah oui? On dormait là comme surveillant la nuit. On avait 10-12 ans. Là. Fait que quand issu de parents entrepreneurs, c'est sûr que la fibre, l'ADN, elle se promène, elle reste là un peu, tu deviens comme... Je me suis jamais vraiment posé la question. Moi, c'est arrivé, puis... c'était quoi, après les pelouses, c'était quoi? Oh my God, j'ai commencé de l'immobilier très jeune. Oui? J'ai acheté un garage, écoute, je devais avoir 17 ans, 18 ans, un garage qui avait été fermé par un garage d'essence, une station d'essence, qui avait été fermée pour des problèmes, je pense, environnementaux. Puis à ce moment-là, je l'avais acheté, j'avais fait un offre, c'était ridicule. Là. Je pense 35 000 $ pour un garage. Qui avait accepté?
Ils ont accepté. Non. Puis j'ai demandé dans l'offre que s'il y avait de la contamination qu'ils devaient décontaminer, ça leur a coûté 150 000 de décontamination. Puis ça m'a coûté 35 000, je pensais, de l'acheter. Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça a été ma première achat, puis ma première vente aussi, parce que Tu l'as revendu à 2-3 mois après, je l'ai revendu. Puis je l'ai acheté pas dans le but de le vendre, je l'ai acheté dans le but de vendre des automobiles. J'ai toujours été un passionné d'automobile, très jeune. Je te dirais tu tenais ça de ton père. À 20, peut-être. À 25 ans, je pense que j'étais déjà rendu à 25 autos. Ben voyons donc. Ouais, mais tu sais, j'en achetais une, je l'arrangeais un peu, je la revendais, j'en achetais un autre. Je sais pas pour le bénéfice que ça rapportait, c'était pour le plaisir de conduire une voiture différente puis d'avoir une voiture. Ça, très jeune, là, moi, je te dis, à 16 ans, là, quand j'ai eu mon permis de conduire... On disait dans ce temps-là, j'ai changé de char. Ouais. Puis ça te permettait d'essayer de quoi de nouveau. Puis j'ai toujours été passionné par ça. Aujourd'hui, je suis plus calme. Oui, j'espère. As-tu encore 25 voitures? Non, mais 3-4 certains. Pas des. C'est le pire, c'est que j'en ai 3-4, mais que je prends jamais, là, ou rarement. Mais tu fais juste les frotter. Je suis attaché, j'ose pas les vendre. Tu fais juste les frotter, les montrer. Bravo, c'est le fun. Ça doit découler un peu de ton père, tu sais, voir la machinerie, les garages. Peut-être probablement des fois, que ce bout-là, ça vient de là. Tu fais jouer au petit truck, le Tonka, puis on tourne à droite. Moi, je me rappelle, j'avais des petites autos, Matchbox. Oui. Rappelles-tu de ben ça? Oui. On avait une valise bleue, on les cordait toutes dans des petits racks jaunes. T'avais une valise, toi, OK. Moi, j'avais pas les moyens d'avoir la valise. Non, mais j'étais classé. C'était pas qu'on était plus riche, c'était que moi, j'étais très ordonné, puis je voulais que ça soit, tu sais, peut-être des fois un côté... mais je repassais pas encore mes bas. Mais à un moment donné, je voulais repasser mes bas. Tu sais, c'est un peu de... Non. Mais l'automobile aussi, ça aurait pu être aussi une carrière. Tu sais, t'aurais pu... J'aurais aimé ça. Oui? Oui, j'aurais aimé ça. Pour vrai. Quand tu dis j'aurais aimé ça veut dire... Tu sais, quand on dit on aurait aimé ça veut dire que... Mais tu es conscient que si tu l'avais fait, tu seras pas si là. Peut-être. On parlerait d'autres choses, mais peut-être. Oui. Ça aurait été quoi? Vendre des voitures de luxe ou non, réparer? Pas nécessairement. Je pense que d'avoir un dealership d'automobile, ça aurait été quelque chose que j'aurais aimé. Est-ce que c'est quelque chose qui était possible? Qui était possible? Non, mais là, quelqu'un t'appelle tantôt, là. Tout est possible. Est-ce que ça me tente encore? Peut-être pas. Là, à 60 ans, on a moins 60 ans bientôt. Oui, t'as moins la fibre, là. On a toujours la fibre. Oui? Mais, mais on choisit nos projets en conséquence du temps qu'on veut y allouer. Ouais. Et je te dirais que je veux plus en mettre autant. Tu sais, je t'ai parlé tantôt du golf étant peut-être un projet de pré-retraite. Ben, c'est sûr que si je m'embarque dans des projets qui vont me prendre 20, 25, 30 heures de plus par semaine, puis que j'en ai plusieurs heures comme de ça, golf de moins. un moment, c'est ça. Un moment donné. Puis pour bien faire les choses aussi, il faut que tu saches, tu sais, t'arrêter, là. À moins d'avoir tout le bon monde à côté de toi pour te supporter. Moi, je suis assez chanceux de ce côté-là. Oui. J'ai beaucoup de monde dans mon entourage là, pour me supporter. Tu sais, le mot chanceux, moi, ça me chicote dans les oreilles, puis je me dis tout le temps, OK, toi, tu dis que tu as été chanceux, mais moi, je pense que ça te revient. Tu dois être une personne que les gens ont eu le goût de rester avec toi. Tu sais, des fois, on se dit chanceux. Tu sais, comme moi, je suis chanceux, je suis avec ma blonde, ça fait 33 ans. Mais en fait, je suis pas vraiment chanceux, j'ai travaillé fort. Tu sais, tu te considères comment comme propriétaire d'entreprise? Mettons, je suis un employé, je te vois comment, moi? Ouais. Ben, j'espère que tu vas m'apprécier pour commencer. Non, je te dirais que, bon, oui, il y en a qui vont dire qu'on fait sa chance. Mais je pense que des fois, ça en prend un peu quand même. Oui, ça, c'est vrai. Ça en prend un peu quand même. Mais on fait sa chance. C'est sûr que si tu prends pas des bonnes décisions, un moment donné, c'est de la malchance qui va t'attendre. Mais bien analyser tes affaires quand tu as un projet, là, tu sais, pour t'assurer de toujours prendre la bonne décision, ben, tu as plus de chances que ça marche pas. Alors, peut-être la chance, là, c'est calculé à quelque part. Une chance calculée. Voilà. J'aime ça. Quand on dit, là, bon, c'est un gars introverti, parce que là, tu me dis que tu analyses, tu es un peu plus analytique, ou c'est pas pantoute, c'est que c'est la force du métier qui t'a amené là? J'analyse. Oui. Ma blonde te le dirait, là, je suis un analyste. Fait que t'as du bleu fort, là, dans les couleurs. Non, beaucoup. Okay. Mais je suis pas introverti. OK. Tous ceux qui me connaissent te diraient que je suis pas introverti. Donc, tu es un extroverti rouge-jaune, mais avec une force de bleu quand c'est le temps de prendre le temps. C'est une belle arc-en-ciel, mon affaire. Oui. Non, mais c'est parce que moi, je suis coach certifié Nova. OK. J'adore ça, c'est mon métier. Okay. Je travaille avec ça. Puis, je trouve ça le fun de voir. C'est rare qu'on a les quatre. Tu sais, qu'on est capable, le rouge, le bleu, le jaune, le vert. Tu sais. Puis, je trouve ça rare. Puis là, quand tu me dis, ben moi, j'analyse, je prends le temps, prends les bonnes décisions. Ça, c'est plus le cartésien qui fait ça, là. Oui.
Puis souvent, cartésien dit introverti. Tu sais, c'est comme... Mais pas mon cas. T'es une bébête spéciale? C'est pas mon cas. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que, tu sais, pour diriger une entreprise, ça prend un peu de rouge. On s'entend, là, ça prend un peu... Tu sais, à un moment donné, il y a des décisions, il faut qu'ils se prennent. Là, t'es rendu à quoi? T'as eu peut-être quoi? 3, 4, 5, 6 entreprises? Quand même. Ça, c'est dans les 2 dernières années. Oui, c'est ça. Non, mais... Je sais pas, je ne vais pas compter les entreprises, là, mais là, je n'ai peut-être 4-5 là, de front là, mais avec du bon monde en place. C'est ça, tu t'entoures bien. Je m'entoure bien. Dirais-tu que c'est pas mal la clé du succès d'un entrepreneur? Ah non, c'est définitivement ça. C'est définitivement ça. Tu sais, des fois, vous vous posez la question, hein? Ouais, comment ça? Donc, ça a monté au début, puis là, mon chiffre d'affaires, on dirait qu'il... Tu sais, des fois, c'est important de bien s'entourer. Des meilleurs que nous. Ben oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, je vais te dire que tout le monde qui m'entoure sont meilleurs que moi. Ben, il faut. Ben oui, parce que si t'es le meilleur. Mon grand-père disait, si t'es le meilleur dans tout, t'es pas bon. Non, c'est clair. Tu pourras pas faire tout. Tu pourras pas tout faire. Ouais. Tu vas devenir un homme orchestre. Hein? L'été, c'est le golf. L'hiver, c'est le ski. Vous avez la montagne de l'autre côté. Ben oui. Vous n'avez pas vraiment de période creuse, Château-Bromont? Non. Hein? Parce que l'automne, ça doit être de toute beauté. L'automne, c'est merveilleux. C'est très, très convoité, effectivement, pour les couleurs, tout ça. Puis il y a plein d'activités dans la région ici. Là, fait que, non, on est occupé à l'année. Oui, c'est une ville d'action, là, Bromont. Oui, de plus en plus. Oui. Les vieux citoyens diraient qu'ils trouvent que ça bouge vite. Oui. Mais à quelque part, c'était voué à aller vers ça. Là, on est à 45 minutes de la ville. Ben oui. Pas de trafic. Tu es en campagne, entouré de montagnes, des beaux lacs autour. Non, pour vrai, là. C'est un beau coin de pays. Ouais. Est-ce que tu es né ici? Est-ce que tu dans une petite ville à côté, Cowansville, pour être plus précis. Fait que tu es un vrai gars de la place. Un vrai gars de la place. Tu connais les gens. Tu vas à l'épicerie, les gens te reconnaissent. Moins maintenant, là, mais quand il y avait 5-6 000 habitants ici, puis quand j'ai fait de la politique aussi, là, tu l'as dit. Ça, 2005, ça. Oui, mais ça. écoute, pour le fun, conseiller. Pour le fun, à un moment donné, un de mes amis et moi, Réal Brunel, pour ne pas le nommer. On le salue, Réal. On s'est dit, on se lance. Mon père a été maire à Cowansville pendant 16 ans, je pense. 12 ans. Oui. Maire, puis propriétaire de garage automobile. C'est capoté. Oui. Puis, tu sais, c'est toujours quelque chose, un milieu qui m'a passionné. Puis ça me passionne encore. Mais je pense que tu peux pas être en affaires et être en politique en même temps. Ça doit être difficile. C'est difficile. C'est difficile parce que les gens peuvent te bouder parce que tu n'es pas nécessairement toujours d'accord avec leur vision et vice-versa. Mais bref, on a décidé tout bonnement d'essayer de se lancer. On s'est présentés tous les deux comme conseillers. Lui a fait plusieurs mandats. Moi, après un mandat, ma business a commencé à rouler pas mal, puis ça demandait, puis avec 4 enfants. Des réunions en soirée, c'est ça, puis j'avais des enfants sportifs. Avec les games de hockey, puis le soccer, le volleyball, le ski. Fait qu'à un moment donné, j'ai décidé de lâcher ça. Papa qui est employé, papa qui est enfant, c'est un métier. Tu sais, c'est un job. Encore une fois, il faut être bien accompagné. Là. J'ai eu... leur mère était exceptionnelle et était disponible. Oui, c'est ça. Plus que moi. Là. Mais l'équilibre, je t'ai parlé de ça en partant. L'équilibre, il est important. La base. Je pense qu'on a bien fait ça. Là. Entrepreneur, on parle beaucoup d'équilibre. On parle beaucoup aussi de bien s'entourer. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à un entrepreneur, un futur entrepreneur, sans prétention? Quel conseil qu'on pourrait donner à un futur entrepreneur qui nous écoute, qui se dit « Ouais, moi, j'ai le goût de me lancer en affaires, j'ai une bonne idée. » Moi, je te dirais là, que le secret premier est de bien connaître le domaine dans lequel tu t'investis. Parce que, J'adore ça. Premièrement, ça me fait questionner sur le fait que des gens sont des fois silent partners, on va dire, investisseurs silencieux, dans un produit, dans un service, dans une business, sans nécessairement le connaître. Moi, j'aime mieux la philosophie que tu viens de mentionner. T'es silent partner, mais assure-toi qu'il y a du monde qui connaisse ça, là, plus que toi. Exact. Hein? Exact. Donc, connaître bien, ça... Tu sais, tu veux te lancer dans l'hôtellerie, on va dire. Ben là, il faut que tu connaisses un peu l'immobilier. Il faut que tu connaisses un peu la restauration. Là, ça te prend un bon maître d'hôtel, ça te prend un bon... c'est quelque chose, hein? Mais j'ai tout fait ça. Oui. Tu sais, j'ai travaillé dans la restauration plus jeune.
Oh, et puis des hôtels, j'en ai visité, puis j'en ai visité plus qu'un. Mais j'ai fait de l'immobilier aussi. À 21-22 ans, je suis allé faire un certificat en immobilier à l'université. Fait que pour l'apprendre comme il faut. C'était mon lien là, avec les finances reliées à l'immobilier, l'entretien, les opérations, la construction et tout ça. Fait qu'on touchait à tout ça. Mais je suis pas un hôtelier. Mais j'en connaissais juste assez un peu dans chaque sphère que tu viens de nommer, la restauration, un peu tout ça, pour être capable de bien identifier ce qui peut être amélioré puis ce qui fonctionne pas bien pour le réajuster aux besoins avec l'équipe en place. C'est pour ça que je dis que c'est important d'en connaître un minimum. Tu n'es pas obligé de devenir un expert, mais connaître un peu ton industrie, c'est bien évident. Qu'est-ce que ça fait un propriétaire d'hôtel, Golf, Bromont, puis que ça s'en va dans un autre hôtel? Comment ça... ça regarde tout. Oui, hein? ça regarde tout. Ça doit être un peu comme un peintre qui s'en va dans une galerie d'art. Quand je dis peintre, veut dire hein? C'est un artiste. Oui. Tu regardes tout. La propreté. Puis, tu vois, on arrive d'un voyage il n'y a pas très longtemps au Maroc où on a fait un voyage golf, hôtel et golf, évidemment, pour visiter des magnifiques golfs, mais aussi les complexes hôteliers qui entouraient ça. On développe cette fibre-là, mais peu importe la business. Écoute, ma business principale, là, où je fais du rabac, où je fais des équipements pour l'environnement, au début, dans mes débuts, on en fabrique encore, mais des compacteurs. Des presses et des compacteurs. Écoute, j'allais en vacances, puis avec des chums, des vacances de golf, vacances de famille, peu importe. En voiture, j'allais en arrière des centres commerciaux pour voir les compacteurs qui étaient installés là. Écoute, ma famille te le dirait, là. On développe cette fixation-là de voir comment les autres font pour peut-être s'améliorer, pour peut-être voir s'il se fait autre chose. Alors, l'hôtellerie, peu importe la business, on est toujours en mode analyse. Ça veut dire que le temps qu'on analyse, on évolue au niveau affaires, parce que là, on voit des conseils, on voit des trucs, on prend des trucs. Le personnel aussi, peut-être, l'attitude, les gens, comment... Oui, personnel aujourd'hui, c'est une denrée rare. Hein? Je pense que... Qu'est-ce qui est le plus difficile? Des garder ou des trouver? Sais-tu quoi? C'est un peu les deux. Oui. C'est un peu les deux parce que... C'est dur de dire lequel, hein? En ce moment, parce qu'il y a une pénurie, il y a beaucoup plus d'offres. Beaucoup plus d'offres d'emploi que de gens qui en cherchent. Ouais. Ils ont comme le choix. Fait que là, l'employé vient qu'à avoir beaucoup de choix. Alors, tu sais, il garde ses œillets bien ouverts pour voir s'il n'y a pas une opportunité meilleure. Beaucoup de choix, beaucoup de poids. Oui, aussi. Beaucoup de choix, beaucoup de poids. Donc, ça, c'est tough de garder ton monde, mais je pense que au-delà d'un salaire, au-delà de conditions qui peuvent être un peu meilleures ailleurs, je pense que la relation qu'on peut établir avec son équipe, elle est importante. Parce que ça, là, c'est comme une famille à un moment donné. Hein. Il y a une fidélisation qui s'installe quand tu fais ça de la bonne façon. Quand tu as une relation avec tes gens qui n'est pas juste pécuniaire, qui est une relation que tu vas aider quand c'est le temps, une famille ou un employé qui en a besoin, il va t'aider quand tu vas avoir besoin aussi. Ça. C'est réciproque. Ça, c'est bien important. Mais la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est la misère de tous les entrepreneurs. Oui. Fait que si tu me posais la question, ou que tu poses la question à d'autres entrepreneurs en devenir, quelle est la difficulté à avoir, mais je te dirais de faire bien attention, parce que si tu rentres dans un domaine où il y a déjà une pénurie très élevée, c'est pas demain que ça va se régler. Non. On le sait, là, on en a encore pour 10-15 ans en démographie négative. Absolument. Puis le temps que les baby boomers soient encore actifs, l'ère du baby boomer, c'est sûr que quand ils vont quitter... Puis en plus, ce qui va être dommage quand ces gens-là vont quitter le marché, c'est qu'ils vont laisser beaucoup d'expérience, des fois, qui va se perdre. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui se fait 20 ans qui est dans ta business, il s'en va demain matin, il fait bien plus mal que quelqu'un qui se fait 2 ans. Là. Ouais. Tu sais, je dis pas qu'il est moins important. Non, là. Mais ça fait mal pareil. Ils sont tous importants, mais je veux dire, puis comment tu jongles avec ça? Est-ce que vous avez des... C'est niaiseux ma question, mais est-ce qu'on est capable de garder certaines données ou certaines règles et procédures pour être capable justement de préserver cette expérience-là? Oui. Mettons, chez du rabac. Oui. Non, c'est difficile de transférer 20 ans d'expérience à quelqu'un qui arrive, là. Mais en même temps, tu sais, on a des outils. Oui, on a des outils. On s'arrange pour garder, faire des procédures.
sais, évidemment, l'expérience n'est pas toujours là, mais quand tu as des procédures qui sont claires, des plans qui sont précis, etc., ça va mieux. Puis quand tu travailles en équipe, puis moi, là, chez nous, quand j'embauche quelqu'un, quand c'est quelqu'un en direction, là, à cette heure, test psychométrique. Tu parlais des couleurs tantôt, là. Moi, c'est important, je veux savoir à qui j'ai affaire. Ben oui. Si je t'essaie en avant de quelqu'un qui m'a l'air sympathique, là, j'ai besoin de creuser plus loin que ça. C'est pas juste quelqu'un de sympathique que je vais embaucher. Je veux être certain qu'il va cadrer avec nos valeurs, OK? Puis qu'il va faire les efforts qu'il faut quand ça va être le temps, puis qu'il va parler aux gens de la bonne façon quand ça va être le temps. Alors, moi, tous mes directeurs, c'est certain qu'on s'entend tous, OK? On ne chicanera jamais. Parce qu'on Vous avez la même vision. On a une vision qui se rapproche, sans être toujours la même, mais qui se rapproche. Puis chez les employés, on essaye aussi pour générer un bel esprit de famille, de s'assurer qu'on a des gens le fun. Fait que ça, là, quand pour garder ton monde, tantôt on en parlait, là, pour garder ton monde, ben, d'avoir cet esprit d'équipe-là, là, quand tu passes plus de temps quasiment au travail qu'à la maison, c'est important. C'est extrêmement important. Oui. Ouais. Puis c'est là aussi, on parlait tantôt de rétention, ben c'est là que tu as moins de chances d'avoir des postes à combler parce que ton équipe reste là. Des fois, c'est d'augmenter l'offre de service. Des fois, les entreprises, vous le savez, on augmente le chiffre d'affaires, on augmente le service, on augmente tout, mais à un moment donné, il faut augmenter aussi l'équipe. Des fois, il y a des surcharges de travail. Tu sais, au début, c'est sûr. Le temps de rentrer, le temps de rentrer la nouvelle personne. Toujours. Des fois, c'est le patron. Des fois, c'est le patron. Moi, je me rappelle, quand j'avais des restaurants de sushis, j'allais rouler des sushis. Tu sais, puis j'avais un employé à 15$ qui ne rentrait pas, j'allais rouler des sushis. Pas parce que je voulais sauver 15$, parce que j'avais pas le choix. C'est ça. Avis à ceux qui me posaient la question. Des fois, il y en a qui arrêtaient proche de mon kiosque, à Place Laurier, à Québec, puis ils disaient « Reg, comment ça, tu t'engages pas du monde, tu sais? Comment ça, tu fais des sushis un vendredi soir? » Non, c'est pas parce qu'on veut pas engager du monde, c'est parce qu'on n'en a pas. Hein? C'est ça. Ben, c'est pour ça aussi qu'on voit beaucoup, de plus en plus, les gens de l'extérieur venir travailler ici. T'sais, on parle d'immigration, de plus en plus, on parle d'intégration. Ça nous aide, mais quand on regarde ça, ben il faut quand même peut-être des fois porter plus attention au niveau de la formation. L'intégration, ça devient à un moment donné, je ne dis pas que c'est plus facile quand c'est des gens de la place, mais quand même. Pardon. Ici, est-ce que tu sens ce besoin-là d'aller à l'extérieur? Alors, mais j'ai 25% de mes employés chez Durabac qui sont des travailleurs étrangers. Oui, hein? Oui. C'est une réalité, là, présentement. Ah, non, mais c'est une réalité, puis c'est aussi une difficulté dans le sens que nous autres, ça nous a sauvés, là, parce qu'évidemment, comme entreprise, l'objectif d'un entrepreneur, évidemment, c'est toujours de faire grandir ton entreprise. Prospérer. Parce que tu te positionnes pour ça, puis tu fais tes investissements, puis tu choisis ton monde en conséquence de ça. Et nous autres, la seule façon d'y arriver, c'était en travaillant avec des travailleurs étrangers, les TET qu'on appelle, parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Là, nous, on a parti des écoles de soudure dans l'entreprise. Il y a 8 ans maintenant. Vous avez formé vos propres employés? Oui, parce qu'il n'y avait plus d'élèves dans les classes spécialisées de soudage dans la région. C'est clair. Fait que s'il n'y a plus d'élèves dans les classes, ils ne donnent pas le cours. S'ils ne donnent pas le cours, il n'y a pas de relève. Puis il n'y avait déjà pas beaucoup de la démographie comme toi-même ta relève. On a fait ça. Jusqu'à temps, on a eu quelques inscriptions au début. On a même embauché le professeur qui devait donner la formation à l'école pour qu'il la donne en usine chez nous. À un moment donné, nous aussi, on a vécu la même affaire. Il n'y avait plus personne qui s'inscrivait, même si on payait ces gens-là, qui s'inscrivaient à nos propres cours. Fait que c'est là qu'on a commencé à dire, OK, il y a un problème, on va manquer de monde. On manque de bois. Il y a 7 ans, 8 ans, on a commencé à procéder à l'immigration. Faire venir des gens chez vous et les former. Oui. Puis ça a été, pour nous autres, c'était un bénéfique, succès. Oui. C'est très dispendieux de faire venir quelqu'un de l'extérieur parce qu'on le paye le même prix que les autres. Il n'y a pas d'avantage. Non, il y en a qui pensent ça. Là. C'est pas pécunier l'avantage. Non. Il y a pas de. On les paye les mêmes gens, mais en plus, il y a des frais là, inhérents à ça, là, le fédéral, le provincial, c'est ça. C'est la durée aussi, je présume. Ouais. Il y a un délai. Hein? Si tu reçois une personne, si tu t'accueilles une personne, mettons, on va dire en janvier, ça veut pas dire qu'en février, il est prêt à travailler, là. Hein, oui, on essaye, là, mais ouais. Puis on signe. Avant, là, tout a changé. Là. Oui.
Avant, c'était des contrats, là, il y a 7-8 ans, on faisait des contrats de 2 ans ou 3 ans. OK. Puis eux autres, pendant ce temps-là, leur objectif, évidemment, c'est de rester ici parce que souvent, ils vont venir de pays qui sont en difficulté financières. Ouais. La guerre, peu importe. Ou pas de travail, point. Ben oui. Bon, ils n'ont pas les mêmes problèmes démographiques qu'on nous, on a. C'est clair. Fait que ça a super bien été pour nous autres. On a commencé avec des Colombiens, 2, 3 reprises. Mais là, tu sais que la loi vient de changer, le gouvernement a tout changé. Oui. Fait que là, maintenant, on ne peut plus procéder à l'immigration. Et pire encore, ceux qu'on a, on risque de les perdre parce qu'on ne peut plus les renouveler. Là, Ils vont les retourner chez eux? Ben oui, là, il y a des tragédies. Ouais, écoute, c'est des tragédies, là. En ce moment, là, c'est des décisions politiques seulement? C'est politique à 100%. Oh. C'est une loi fédérale influencée un peu par le provincial. C'est-à-dire que, on l'entend, là, on a les gouvernements. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde, mais c'est pas vrai, là. Il n'y a pas trop de monde. C'est que le gouvernement n'a pas fait ce qu'il fallait il y a quelques années pour mettre plus de professeurs en place. Puis il aurait dû faire comme les entreprises. Tu sais, nous, on a eu assez de vision pour dire on va immigrer des gens, il va nous manquer de travailleurs. Mais le gouvernement aurait dû faire la même chose. Oui. Mettre des professeurs, mettre des gens dans les hôpitaux, oui. mettre des gens... Va dans tous les commerces, là. Va au Tim Hortons le matin te chercher un café, tu vas voir. Là. Il y a des travailleurs étrangers qui sont là. Oui, absolument. Tu vas faire ton épicerie, il y a des travailleurs étrangers qui sont là. Dans les entreprises manufacturières, énormément. À l'hôtel, ici, on en a aussi. Tu sais, demain matin, là, je perds des travailleurs étrangers, là, mais je vais peut-être être obligé de fermer des chambres. Fait que c'est tragique ce qui se passe en ce moment, puis on va en perdre beaucoup avec cette nouvelle réglementation-là. Énormément. Moi, ce que je sens là, dans ce que tu me dis, puis dans ce que j'analyse aussi de mon côté, on dirait qu'il y a un manque de communication entre l'État, la direction de l'État, puis nos entrepreneurs. T'sais, parce que nos entrepreneurs, on dirait que personne ne les écoute. Parce qu'on n'a pas je vais te dire... Payez pas cette taxe. Parce qu'on va notre vote compte pour un. Hein, même s'il influence plusieurs personnes, il compte pas plus que pour un. C'est vrai, tu as tellement raison. J'ai jamais vu ce côté-là. Tu vois, là, quand tu as un gouvernement en place, puis là, on s'en va sur un sujet glissant, puis ça me dérange même pas. Non, mais c'est pas grave. Je suis quand même assez politisé. Là. Oui. Pour vrai, actuellement, je trouve qu'on passe à côté de la traque. Là. Oui, nos entrepreneurs sont comme un peu... sont moins... parce que moi, je suis un de ceux, justement, avec l'émission dans la jungle des affaires. L'objectif, c'est de promouvoir, justement, nos entrepreneurs, mettre la lumière sur nos entrepreneurs. Mais il faudrait que l'État aussi fasse ça. Je ne dis pas de faire un podcast, là, mais je veux dire, qui vous écoute, qui vous demande votre avis, qui vous épaule dans ces en tout cas, bref, on ne changera pas ça aujourd'hui, moi et toi. Non, mais on essaye. Mais on essaye, c'est ça. Écoute, c'est à force d'en parler. C'est pas pour critiquer. On ne veut pas s'embarquer dans le critiqueux là, sportif là, qui chiale contre les équipes d'hockey. C'est qu'on est face à une réalité, les entrepreneurs, puis je pense que Patrick l'a très bien dit tantôt. Il va falloir qu'à un moment donné, l'État nous aide un peu là-dedans parce que d'avoir des gens... Puis ce serait plate qui enlève justement la possibilité aux gens qui sont là, en plus. Qui sont formés. Ben oui, tu as investi de l'argent, toi. Plusieurs centaines de milliers de dollars. Ça n'a pas de bon sens. En tout cas, je vais te souhaiter un bon succès là-dedans. Écoute, en tant qu'entrepreneur, moi, la seule entreprise, j'avais beaucoup d'employés, c'est quand j'avais les restaurants. J'avais 100 quelques employés. Ben, j'avais 9 restaurants. Mais aujourd'hui, je travaille autonome. Mais j'ai encore la tête beaucoup d'entrepreneurs, j'ai encore plein de projets, mais j'ai plus le fardeau d'aller chercher justement. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a beaucoup de travailleurs autonomes. Les jeunes, moi je donne une formation à l'Université Laval, puis je salue ma gang entrepreneuriat à Laval. C'est des jeunes qui veulent être travailleurs autonomes avant d'être entrepreneurs. C'est rendu parce que justement, ils voient tout ça. Les problématiques que nos entrepreneurs ont avec le personnel. Travailler autonome, mais c'est pas tout le temps mieux parce que tu fais tout. Ah non, c'est sûr. T'es autonome. Oui, je veux dire. Tantôt, tu l'as dit, Patrick, on s'entoure, on s'en tire. Quand on dit s'entourer, justement, ça me fait penser à quelque chose. Des meetings d'équipe. Tu sais, il y a des entreprises de meeting, puis je suis encore avec des amis hier, je ne les nommerai pas, mais meeting. Est-ce qu'à un moment donné, là, ça avance-tu avec des meetings? Là, je te vois sourire, mais tu comprends qu'il y a du temps qui se part là et de l'argent. Oui. Il y a 2 sortes de meetings. Oui. Il y a des meetings constructifs. Oui. Puis il y a des meetings pour perdre du temps. Puis il y a des gens qui se servent des meetings pour pas faire avancer les choses. Ouais.
alors qu'un meeting, ça devrait servir à ça. Ben oui. Ouais. Parce que, tu sais, je vois souvent les équipes, que je parle, exemple, Château-Bourmont ou du Rabac, peu importe l'entreprise, il faut qu'à un moment donné, il y ait un message qui se passe collectivement, mais il ne faut pas non plus que ça soit trop... Est-ce que tu sens que tu as mis ça clair, ça va bien ce côté-là? Bon, il y a toujours des ajustements à faire. Là. Il n'y a jamais rien de parfait là, dans ce monde. Je pense que des bons meetings constructifs, c'est nécessaire. Oui. Ça facilite la communication. Ça, c'est bien important, que tout le monde soit sur le même diapason. Oui. Parce que si là, tu ne fais pas assez de meetings, tu en as un qui rame d'un bord, l'autre rame sur l'autre, puis un n'est pas là au bon moment, finalement, ça devient le bordel. Donc, tu as besoin d'avoir une structure, puis qu'elle soit surveillée ou suivie. C'est souvent l'objectif d'un meeting qui a sa place. Je pense que... T'aimes-tu ça faire des rencontres avec ton équipe de direction? Parce que je présume que tu rencontres beaucoup tes directeurs, tes chefs de département dans tes deux business, dans plusieurs business. Ouais. C'est le fun? C'est nécessaire. C'est nécessaire. Tu l'as dit tantôt, c'est une famille. Hein? Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se voit, il faut qu'on s'entraide. Ça ressemble à quoi, un party de Noël au Château-Bromont? Oh my God. On va peut-être envoyer mon CV, moi, là, pour travailler ici. Là. En fait, c'est pas un party de Noël. Nous autres, au Château-Bourbon, il y en a des parties de Noël. Oui, mais le vôtre, là, votre gang à vous autres. Là. Ben, parce qu'on est bien occupé des parties de Noël. Vous le faites plus nous, tard. Ça se passe en janvier. Ben oui, c'est sûr. En janvier, oui, effectivement. Et vous avez le temps de vous réchauffer? Oui, la gang, on est brûlé, mais que ça finit de bonne heure. Mais non, on a une belle équipe et c'est important de quand c'est le moment, là, quand c'est le bon moment, de festoyer là, pour... ça fait du bien. Ouais. Ben, je pense que je te connais pas beaucoup, mais tu me donnes l'impression d'un gars qui est capable de s'amuser aussi, là. Ben oui. Tu sais, parce que... Ça paraît pas dans ma voix? Oui, un peu. Tu m'as dit, ouais, mais c'est ça, tantôt, tu m'as dit hier, on s'est couché tard un peu. On a un tournoi de golf hier à Joliette avec des clients, puis c'est ça. C'est vrai que ça dure 15 heures, un tournoi de golf? Ça dépend. Je t'agace, mais des fois, ma blonde, elle me dit, tu sais, je passe un tournoi de golf, on en fait une dizaine par année. Puis, je pars le matin, 8-9 heures, je reviens le soir, tu sais. Elle dit, un tournoi de golf de 12 heures, 15 heures, tu sais. Je dis, monsieur, c'est les madames aussi, là, qui ont des tournois de golf. C'est le fun, il y a de plus en plus de femmes golfeuses. Oui, absolument. Ça risque que c'est encore, la majorité, c'est des hommes, mais écoute, ici, là, à Bourmont, il y a quelqu'un qui a parti, ça s'appelle 100% féminin. Là. Ouais. C'est un professionnel de golf qui donne des cours juste des femmes. Ouais. Je pense qu'ils sont 600-700 femmes d'inscrites là-dedans. Bravo. Alors, il y en a beaucoup. Moi, j'ai initié ma blonde au golf il y a 6-7 ans, là, dans nos débuts. Là. Oui. Puis qui avait pratiquement jamais joué pour aujourd'hui. Non seulement elle est bonne. Mais non seulement elle est bonne, mais elle aime ça. Puis ça, je trouve. C'est le fun. Je te parlais d'équilibre tantôt. Là. Moi, je suis un passionné parce que j'aime ça. Mais c'est encore plus le fun de partager ça avec quelqu'un. Avec ton épouse, ben oui, c'est sûr. Écoute, quand ton conjoint, ta conjointe, on en cherche des fois comme amoureux, comme en couple, de faire des activités justement communes. Alors le golf, écoute, puis en plus, c'est que tu peux pas le dire, on va aller jouer au golf juste, puis ça va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Non. C'est toute la journée, presque. Hein? Ça va. Bonne demi-journée, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance d'être membre à la Tempête à Québec. Quand mes enfants étaient jeunes, mes deux filles, Kellyanne et Rosie, puis je les ai fait faire des cours là-bas. Moi, je voulais pas le montrer, parce que nous autres, moi, en tout cas, personnellement, j'ai plein de défauts. Je joue bien, mais je suis entouré de défauts. Puis je joue avec mes défauts. Fait que si j'avais montré le golf à mes enfants, d'après moi... ça n'aurait pas rendu service. Non. Puis là, ils ont un swing parfait. Ils ont aucun... Tu sais, c'est vraiment... Ils sont belles à voir. Ben écoute, merci. Hey, plaisir. J'ai quasiment le goût de te laisser la dernière minute. Es-tu game? On fait ça des fois. Ah ouais? Ouais. Bon. Je vais t'expliquer le truc. C'est que je te donne la dernière minute, puis tu peux nous passer des messages. Tu peux nous dire ce que tu veux. Ça peut être un petit conseil aux entrepreneurs, ça peut être un message à ton équipe, ça peut être... peu importe, tu y vas comme tu veux. Puis nous, ce qu'on fait avec cette minute-là, on la donne à l'intelligence artificielle. Ah ouais? Puis on fait sortir un petit article qui va se promener sur les médias. Wow, c'est de la pression, ça? C'est le fun, par exemple. Non, mais l'intelligence artificielle, quand c'est bien utilisé, là, vous le savez, on en parle souvent. J'ai un spécialiste dernièrement qui vient là, le 25 septembre à Pointe-Claire, manquez pas ça. On n'a pas le choix, là. Il passe. Ah non, on s'adapte. Faut s'adapter, c'est ça. Faut être caméléon. Il faut pas non plus voir l'intelligence artificielle comme un ennemi. Il faut le voir comme un collaborateur, comme un accélérateur. Et puis, dans le cas à ça, ben, c'est de toute beauté, c'est de prendre une entrevue. Vous pouvez vous enregistrer vous-même sur un micro, peu importe, votre cellulaire, peu importe.
Et puis, donnez ça à ChatGPT, puis demandez-lui de vous guider vers l'application qui va vous permettre justement soit de transcrire ce que vous avez dit, ou soit de sortir les meilleurs éléments en fonction de d'autres critères que vous-même vous allez élaborer. Donc, c'est vraiment le fun. Fait que moi, si tu as le goût de le faire, le jeu avec moi, c'est que je te laisserai la dernière minute. Puis c'est cette minute-là qui va c'est un genre de résumé qu'ils vont faire avec l'intelligence artificielle. Puis c'est cette minute-là, on fait toujours un article de 800 mots à chaque entrevue. Ouais. Puis on va t'envoyer aussi des short vidéos que ton équipe va pouvoir, je suis persuadé que ça ne sera pas toi qui va faire ça, mais que ton équipe va pouvoir mettre sur les plateformes. OK. Tu sais, les petits shorts vidéo, c'est le fun parce qu'ils te voient pendant 30 secondes. On va aller l'écouter. 30 secondes, c'est en masse pour moi. Oui. Ils vont se tanner. Oui, parce que c'est rare. Les gens qui nous écoutent, je le sais, vous m'envoyez des courriels des fois. C'est rare quelqu'un qui va dire, j'ai écouté toute l'entrevue d'une heure ou 50 minutes, mais ça reste que, pourquoi pas? C'est un beau cours d'entrepreneuriat, de prendre les discussions qu'on a avec les entrepreneurs, parce que eux autres sont sur le terrain, les entrepreneurs. Ils sont là, ils vivent au quotidien. J'ai rien contre les professeurs à l'école qui enseignent l'entrepreneuriat, ça n'en prend. Mais quoi de mieux qu'un Patrick qui dit « Moi, j'ai fait ça, je suis allé là. » Ça, c'est de la vraie pédagogie d'entrepreneur. Alors, dans 3, 2, 1, action, c'est à toi la minute. Écoute, j'improvise ça, évidemment. Hein? Oui, tu le savais même pas. Non, c'est ça. Mais comme tu t'adresses à des jeunes ou nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs en devenir, fait que je vais m'adresser à ces gens-là pendant la minute. Et où je dirais qu'il faut être prudent comme entrepreneur et jeune entrepreneur, c'est de bien faire nos recherches quand on a à acheter quelque chose légalement, voir le contenu, les finances, si c'est une business existante, valider les finances, pas se fier nécessairement à un état de résultat qui est sorti, creuser davantage dans vos due diligence, c'est bien important. Un avocat, un notaire, avant, ça coûte bien moins cher qu'après. Alors, si j'ai des conseils à donner, là, c'est de bien vous entourer de gens, puis des fois, c'est pas nécessairement l'avocat qui va vous coûter de l'argent, mais allez voir quelqu'un qui a eu cette expérience-là, qui va vous dire où regarder, quoi mesurer pour pas faire des erreurs qui sont coûteuses. Parce que comme entrepreneur, j'en ai fait des erreurs que je n'aurais pas fait avec un bon conseil, parce que des fois, tu vas te fier au vendeur, tu vas te fier à quelqu'un que son intention n'est pas nécessairement de te rendre service, mais de se rendre service. Alors, d'être bien prudent à ce niveau-là pour être certain que vous n'ayez pas des surprises qui peuvent être coûteuses, puis des fois désastreuses dans le cas où, évidemment, ça finit très mal, puis tu perds tous tes investissements. Merci. C'était super comme conseil parce que j'aime quand tu as dit l'avocat, le notaire, le comptable, peu importe le spécialiste avec qui on va travailler avant de lancer notre entreprise, ça va coûter moins cher avant qu'après. Ça, j'aime ça. Exact. Merci beaucoup. Patrick, ça me fait plaisir. Patrick Charbonneau. Pour vrai. Merci, c'était le fun. Merci aussi pour l'accueil. J'ai été reçu ici depuis 2 jours. C'est 10 sur 10. Ce que je disais tout à l'heure, voyons, j'ai un blanc de mémoire. Caroline. Sicotte. Cinette. Oui, tabarnouche, j'ai de la misère. Ça, c'est l'AVC qui a fait ça. Mais ça reste que... Je t'ai-tu dit Cinette? Sinotte. T'es en train de me mélanger. T'es en train de me mélanger. C'est pas grave. Caroline Sinotte, qu'on aime beaucoup, puis qui fait un travail extraordinaire, qui a pris soin de moi depuis 2 jours ici. Alors, une belle équipe, bel accueil. Puis comme je disais tout à l'heure, moi, je vous donnerais une note de 10 sur 10 quant à si j'avais été, mettons, un client mystère. Vous savez, hein, on fait ça, des fois, on invite des clients mystères dans nos entreprises. Fait que, bravo. Bravo. Si je suis j'ai pas eu la chance d'aller voir du Rabac. Mais je présume que c'est une belle entreprise. Ça doit être bien le fun à travailler. Donc, merci beaucoup, Patrick. Merci à toi. Au plaisir. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.